Bonjour. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet directement politique, mais la politique a à voir avec la philosophie. Il y a une philosophie politique, comme il y a une philosophie théorique, et ça vaut pour la philosophie depuis qu'elle existe. Donc, je vais vous parler tout simplement, je vous donne le titre tout de suite, du communisme en tant que question de civilisation. Alors, j'ai deux raisons pour le faire. La première, c'est la situation actuelle que nous connaissons, au niveau français, mais aussi au niveau mondial, après la chute des pays de l'Est. Et je vais en parler à partir de Marx, dans une perspective, donc, étant pointée à Marx et qu'on pourrait dire marxiste. Mais il faut rappeler que l'idée communiste existe depuis beaucoup plus longtemps que cela. On la trouve chez Platon, avec son idée d'une communauté des biens, sauf que ce communisme-là est un peu particulier, et on peut un peu douter de son authenticité, vu que sa conception globale de la société, présentée dans la République, est une société quand même extrêmement hiérarchisée, en classes différentes, si vous voulez, en parties différentes, organisant la société elle-même. Ceci dit, par ailleurs, l'idée communiste elle-même ne revient pas simplement à Marx. Il y a eu d'autres penseurs que Marx pour anticiper l'idée communiste, y compris au XIXe siècle, fût sous des formes, disons, qu'on pourrait appeler variées, qui frisent un petit peu l'utopie, généreuse, mais l'utopie naïve, alors que Marx entendait asseoir son projet, pas seulement sur des valeurs morales, au contraire, j'ai envie de dire, même si elles sont présentes chez lui, mais à partir d'une analyse scientifique de la société, donc dans une perspective non utopique. Voilà. Par ailleurs, si je voulais en parler aujourd'hui, dans les conditions actuelles, c'est tout simplement que, de la même manière que je n'ai jamais entendu parler du matérialisme, j'en ai dit un mot récemment, je n'ai jamais entendu parler dans mon enseignement universitaire, je n'ai jamais entendu parler vraiment de Marx et du communisme. Alors, sauf une fois, que je vous indique, qui est assez curieuse, elle concerne l'Académie de Nantes, dans cette académie, dans l'année qui a suivi mai 68, il y avait un professeur de philosophie, un excellent professeur de philosophie, et qui est aussi un excellent philosophe, à savoir Lamblin, et Robert Lamblin. Et Robert Lamblin était proche de mes idées politiques, mais il n'était pas matérialiste et marxiste comme moi. Il était hegelien, mais ça n'empêchait pas, bien entendu, de s'intéresser à l'idée communiste, au contraire, puisqu'il en était proche, et il a fait un cours d'1 an, dont je lui suis rétrospectivement reconnaissant. Bon, et j'espère que ce faisant, moi, aujourd'hui, je vais aussi combler une lacune, si cette lacune continue à exister, ce qui n'est pas le cas partout, puisque, par exemple, on parle de Marx et du communisme à l'université de Nanterre, ou encore à Besançon, etc., etc. Alors, mon sujet, c'est donc le communisme, une question de civilisation. La question du communisme semble avoir été effacée de notre horizon politique par l'échec de ce qui s'est fait sous cette appellation au XXe siècle à travers l'expérience soviétique, si l'on accepte des pays comme la Chine, le Vietnam et Cuba, qui existent bien entendu, mais qui se situent toujours dans une perspective communiste, mais dans une perspective seulement. À aucun moment ils ne prétendent avoir réalisé le communisme. Or, pour revenir à ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, ce n'est pas du tout à du communisme à quoi nous avons eu affaire, et j'ai tenté de le démontrer dans plusieurs livres, je vous en cite 2, Retour à Marx, paru chez Chastel il y a quelques années, et tout récemment, un petit livre publié aux éditions de l'Humanité qui s'intitule Éloge raisonné du manifeste du Parti communiste. Alors, on entendra bien à la fois éloge et raisonné, parce que raisonner, ça veut dire qu'on ne peut pas, bien entendu, étudier le manifeste du Parti communiste de manière religieuse, sans esprit critique, et sans tenter de voir ce qu'il peut comporter de défauts, ou ce qu'il peut y avoir d'enrichissement, bien entendu, à lui apporter. Ça, je l'ai dit, et j'y tiens absolument. Alors, je reviens à la situation actuelle, parce que si je vous parle aujourd'hui du communisme, c'est que nous assistons à une déferlante libérale, qui a suivi la disparition donc, du système soviétique, qui s'est abattue sur l'Europe, avec tous ses malheurs sociaux,
hein, et cela risque de renouveler l'actualité, figurez-vous, de ce projet politique hors de toute utopie, hein, en partant des faits tels qu'ils existent. Je vais donc simplement, si je puis dire, préciser la nature exacte de ce projet tel qu'il faut le concevoir, qui n'a été réalisé nulle part, donc je le répète, et qui ne risque donc pas d'avoir échoué, comme on le prétend, pour mieux l'enterrer. Hein, j'ai une formule qui consiste à dire que le communisme n'est pas mort parce qu'il n'a pas vécu, tout simplement. Bon, or, il se trouve que beaucoup de gens prétendent que ce qui est mort avec les pays de l'Est, c'est le communisme. Ça relève d'une indignité, pour moi, intellectuelle absolument étonnante, qui traverse les commentateurs ou les rédacteurs des médias, hein, quels qu'ils soient, et j'en suis vraiment un peu stupéfait, hein, parce que ça relève soit d'une méconnaissance, tout simplement des concepts en question, hein, communisme, marxisme, etc., soit tout simplement d'une volonté, hein, d'évacuer du champ de l'avenir l'espérance communiste elle-même, hein, sans le dire clairement, si vous voulez. Alors, je vous l'aurais dit tout de suite qu'il y a un impératif, hein, qui est celui de concevoir un monde nouveau, à l'aune du communisme, donc selon moi, mais on pourrait le concevoir bien entendu, hein, d'une autre manière, et que cet impératif ne concerne pas simplement donc la question d'une société nouvelle, mais bien plus profondément celle d'une nouvelle civilisation, pour s'inspirer d'un propos du philosophe Lucien Sèvres, que je reprends à mon compte et qu'il a développé dans un livre magnifique qui s'appelle Communisme, hein, et qui est paru il y a quelques années avant sa mort. Alors, pour comprendre cela, il faut partir d'un diagnostic complet, hein, de ce qui est devenu le capitalisme aujourd'hui, je dirais dans l'horreur de toutes ses dimensions, donc dans l'extension de tous ses effets qui va au-delà de la seule compréhension économique qu'on en a eu jusqu'à présent, et ça me paraît décisif. Alors, c'est bien un système qui repose sur l'exploitation d'une grande majorité de travailleurs. Hein, sauf que cette première donne économique, elle, bien entendu, s'est considérablement accrue depuis la chute du mur de Berlin et la domination, alors sans entrave, il faut le dire, hein, du capitalisme dans le monde, à travers une paupérisation des classes populaires et moyennes, un peu partout, ainsi que l'augmentation des inégalités que Hollande et surtout Macron ont renforcées cyniquement en France, et augmentation des inégalités qui atteint un degré qui est proprement indécent, hein, s'agissant que non seulement il y a des très riches, mais aussi du même coup, hein, des très pauvres. Mais parallèlement, ce qui est menacé, c'est la dimension de l'intervention bienfaisante de l'État dans toute une série de domaines, hein, comme pourtant cette dimension de l'intervention de l'État a été au cœur, hein, de l'inspiration socialiste. Hein. Les services publics, spécialement celui de la santé, dans la crise sanitaire que nous venons de subir, sont menacés, et à tel point qu'il est indispensable non seulement de le préserver, ce service, hein, mais de le développer. Mais aussi, il y a d'autres services publics, hein, comme celui de l'enseignement ou de la poste. Alors, j'insiste simplement sur l'enseignement, hein, mais la manière dont quelqu'un comme Macron, disons, affaiblit la qualité de l'enseignement aujourd'hui est quand même, pour moi, assez dramatique, si vous voulez, hein, surtout par ses effets sur la conscience intellectuelle des élèves. Par ailleurs, il y a le constat terrible d'une mondialisation de l'économie, à travers ce qu'on appelle le libre-échange commercial, tous azimuts, bien entendu, qui a favorisé l'expansion ultra rapide d'ailleurs de la pandémie, tout en étant en partie à sa source à travers ses effets écologiques multiples, hein, qui abîment la santé des hommes et annoncent une catastrophe sans précédent visant l'espèce humaine en tant que telle. Et cette catastrophe, il faut la voir en face et porter un message, hein, qui l'annonce en la critiquant pour l'empêcher, hein, bien entendu, d'arriver. Enfin, et c'est là une autre nouveauté qui doit inspirer à contrario notre conception du futur, il y a une aliénation grandissante des êtres humains sous le poids de la mercantilisation de nos existences. Alors le terme aliénation est important et vous verrez que je vais le développer par approches successives. C'est à partir de là, hein, de ce constat, que nous devons d'abord maintenir les exigences classiques qui sont à la base d'un projet communiste de long terme,
étant admis, alors je le répète délibérément, que ce projet n'a jamais été réalisé nulle part, l'expérience soviétique, à laquelle beaucoup veulent l'identifier, n'ayant été qu'une mauvaise caricature, contraire aux idées tant théoriques que pratiques de Marx, tant sur le plan économique, puisque le socialisme, selon lui, le passage au socialisme a supposé le capitalisme développé, et pratique, parce que le communisme, politiquement, impliquait un développement inouï de la démocratie dans tous les domaines. Par ailleurs, il va falloir redonner à l'État toute sa place qui lui revient dans l'économie, avec le retour à des nationalisations et la planification qui seules peuvent assurer à un pays la maîtrise de sa production, mais tout autant peuvent démocratiser son fonctionnement. Tout cela a une forme de désaliénation. Et enfin, il va bien falloir introduire des normes de justice dans la répartition des richesses produites, donc réduire considérablement les inégalités sociales. Or, vous aurez peut-être remarqué que la question de la justice aujourd'hui est littéralement effacée de nos théoriciens et de nos acteurs de la politique. À quoi il faut ajouter, sur un plan politique, une reconquête de notre souveraineté politique nationale, je dis bien politique, qui est cassée aujourd'hui par un capitalisme non international, avec un tiret, mais transnational, que Jaurès déjà refusé. Je vous signale que Jaurès, qui était un internationaliste, donc, mais pas un transnationaliste, disait que un peu l'internationalisme éloigne de la nation, mais beaucoup en rapproche. Parce que l'internationalisme tel qu'il l'entendait, tel que nous devons l'entendre, c'est une coopération des nations qui respectent leur souveraineté politique en même temps que leur identité, bien entendu, culturelle. Alors, ces exigences étant admises, et qui sont essentielles, qui n'ont rien d'obsolète, il faut cependant aller bien au-delà et leur en ajouter d'autres qui les transforment en un projet de nouvelle civilisation. Et c'est le point important de mon propos, où il va être question très précisément d'aliénation, même si c'est un peu in fine en quelque sorte. Bon, qu'est-ce qu'une civilisation ? Une civilisation doit être entendue comme un ensemble unifié de modes de vie, touchant les hommes dans leur existence matérielle et culturelle, et engageant des valeurs spécifiques, des valeurs, je dis bien, qui guident les modes de vie. Or, deux choses sont à l'ordre du jour, étant donné ce que j'appellerais, d'une manière ironique, la pandémie libérale. Il y a une pandémie libérale au sens où il y a une mondialisation du libéralisme, comme il y a une pandémie tout court, parce qu'il y a une mondialisation de la pandémie et de son virus. Alors, d'une part, il faut mettre fin à cet économisme, pas à l'économie, on a besoin de l'économie bien entendu, mais à l'économisme qui valorise d'une manière absolue l'économie, et à ce productivisme généralisé qui font du libéralisme une civilisation précisément, sans intérêt humain, dominée par l'argent, soumettant nos vies à un mercantilisme et à un consumérisme généralisés, même si tous n'y ont pas part, les pauvres en particulier, lesquels affectent aujourd'hui des domaines qui paraissaient jusque-là à l'abri, comme la culture et les fins personnelles que nous poursuivons dans notre existence. Et ce que je vois autour de moi me désole à un niveau littéralement existentiel par sa médiocrité. C'est bien pourquoi Félix Guattari, l'ami de Deleuze et penseur que l'estime personnellement, a pu préconiser autrefois une triple écologie dans un livre qui s'appelait justement Les trois écologies. Alors pas seulement environnementale, comme c'est évident, mais sociale et mentale, les trois étant intriqués et renvoyant d'ailleurs, à mon avis, une causalité économique qui ne met peut-être pas suffisamment en avant, de façon à améliorer la qualité de notre vie subjective, ça il y insiste, en termes de richesse et de qualité de nos besoins, de nos désirs, de nos aspirations. Mais aussi, dit-il, à même de faire de nous des sujets de notre existence, et non seulement des sujets dans l'existence ou dans l'histoire. Ce qui rejoint la question décisive de l'aliénation,
telle qu'un marxisme authentique doit la prendre en compte, par-delà le seul thème de l'exploitation du travail. Il s'agit bien de faire des hommes les sujets de l'histoire. C'est ce que Marx appelait, et puis non seulement des sujets de l'histoire, mais des hommes qui vivent aussi à l'écart de l'histoire, qui réalisent leur personnalité. C'est ce que Marx appelait déjà une vie au-delà de la seule production, je le cite, au service de l'épanouissement de notre personnalité. Or, c'est bien au contraire que nous devons faire face aujourd'hui, et qu'il faut dépasser, je le précise. La soumission à l'ordre marchand et le façonnement de besoins artificiels suscités par la publicité qui le servent, cet ordre marchand, et nous desservent, sans que nous en ayons toujours conscience. C'est en quoi beaucoup d'êtres humains soumis aux lois du marché capitaliste, et indépendamment de leur seule pauvreté, sont aliénés au sens anthropologique spécifique qu'il faut donner à ce terme, et que l'on a tendance à oublier au profit de sa seule signification économico-politique. Je précise, étant admis que les hommes ont des potentialités naturelles équivalentes, je dis bien des potentialités équivalentes, je ne dis pas identiques, ça serait à mon avis irréaliste, à savoir que ces hommes ont des capacités et des besoins, qui en quelque sorte sommeillent en eux. Eh bien, il se trouve que beaucoup de ces hommes, je veux dire les dominés, du fait de leur situation de dominés, ne peuvent les réaliser. Ils sont autres, en l'occurrence, moins ou pire que ce qu'ils pourraient être dans des conditions sociales meilleures. Être aliéné, c'est autre que ce que l'on pourrait être. Et c'est là le sens fort, selon moi, de la notion donc d'aliénation, mais dont ceux qui en sont les victimes n'en ont pas conscience, par définition. L'aliénation se redouble intellectuellement en s'ignorant elle-même, et cette ignorance, bien entendu, la nourrit parce qu'elle empêche de percevoir critiquement la situation d'aliéné et de lutter contre elle. Bien entendu, dernier point, il y a aussi, après tout ce constat, la catastrophe écologique, envisagée dans sa spécificité que ce projet, qui est le mien, et que je vous propose, bien entendu, mais à côté d'autres, devra affronter et résoudre. Mais, vu ce qui vient d'être dit, c'est aussi en termes de changement de civilisation qu'il faut la penser, sous peine de courir dans le mur. Il ne faut pas se contenter de faire appel à des modes de consommation individuels qui relèveraient d'une espèce d'éthique personnelle, si vous voulez. Non, il faut penser les choses à un niveau économico-social. Car c'est la démesure marchande propre au libéralisme économique qui risque, en plus de nous aliéner, dans une vie médiocre, comme je l'ai indiqué, de supprimer cette vie même. Pollution de l'air, échanges commerciaux, consommateurs d'énergie, déforestation, pensez à ce qui se passe en Amérique du Sud, transport aérien dispendieux et nuisible, etc., etc. Oui, on le voit bien, et je pourrais le développer davantage, c'est bien d'une nouvelle civilisation, pas seulement d'une nouvelle société, d'orientation et d'inspiration communiste, selon moi, que nous avons besoin. Mais cela, bien entendu, doit être soumis au débat démocratique, auquel la philosophie peut et doit contribuer, c'est son devoir, sous peine de renoncer à sa fonction d'émancipation qui, depuis la philosophie du Lumière, a été la sienne. Je vous remercie.